C'est quand même fou de se dire qu'avaler volontairement 20 milliards de bactéries vivantes tous les jours, c'est devenu une routine santé hyper courante. Ouais, c'est clair. Sur le papier, ça ressemble presque à, enfin, je sais pas, au scénario d'un film catastrophe médicale, non? Totalement. Surtout qu'on a passé genre le siècle dernier à stériliser tout notre environnement, à se badigeonner de gel hydroalcoolique à la moindre occasion. Et là, Et là, on en ingère massivement. c'est ça. Bon, on va décortiquer ça aujourd'hui parce que c'est vraiment le point de départ de notre exploration. On se plonge dans un article super fouillé de mai 2026. Ouais, celui publié sur le site Super Nutrition, rédigé par Sacha Codan. Exactement. Et l'objectif de notre analyse, c'est de comprendre les effets secondaires du Lactobacillus crispatus, un probiotique très puissant. Très puissant, ouais. Mais du coup, le paradoxe est là. Pourquoi on irait chercher des effets secondaires à une bactérie qu'on paye pour ingérer et qui est censée nous faire du bien? En fait, ce paradoxe, il est au cœur même de la biologie moderne. Tu vois, on a super longtemps confondu le mot microbe avec le mot menace. Ouais, microbe égale maladie, quoi. Voilà, alors que le Lactobacillus crispatus, c'est vraiment l'un des micro-organismes qui a le profil de sécurité le plus solidement documenté au monde. Ah ouais. Ouais. Mais il faut comprendre un truc fondamental. En biologie, un profil de sécurité exceptionnel, ça ne veut pas dire qu'il se passe rien du tout. C'est-à-dire? Imagine que tu introduises une nouvelle force de travail dans une usine métabolique qui tourne déjà à plein régime. Même si c'est une force de travail très amicale, il y a forcément des ajustements. Donc, ce qu'on appelle effet secondaire pour les probiotiques, c'est juste de l'adaptation, en fait. Exactement. C'est pas un dysfonctionnement de la machine, c'est juste le bruit du moteur qui change de régime, tout simplement. Et pour évaluer ce fameux bruit du moteur, l'article de Supernutrition, il se base pas juste sur des on-dit. Il sort des données à une échelle vraiment vertigineuse. On parle des bases de la FDA, l'agence américaine. Ouais, les données de pharmacovigilance. C'est le système mondial qui traque le moindre petit événement indésirable, genre du simple mal de tête jusqu'aux complications très graves. Et Sacha Coadon cite une analyse de 2025, c'est bien ça? C'est ça, une analyse qui couvre de 2005 à 2023. Et sur cette période, toutes catégories de produits confondus, les autorités ont enregistré plus de 10,6 millions d'événements indésirables. 10 millions. D'accord. Et sur cette montagne de 10,6 millions de cas, tu sais combien de signalements étaient spécifiquement liés aux probiotiques? Vas-y, dis-moi. 74. Attends, 74 sur plus de 10 millions? Ouais, Mais c'est une goutte d'eau microscopique. Statistiquement parlant, c'est l'aiguille dans la botte de foin de la taille d'une montagne. c'est exactement ça. Ça prouve que la tolérance est extrême. Et la raison de cette tolérance, elle vient de la nature même du Lactobacillus crispatus. Parce qu'il est déjà présent dans notre corps, non? Absolument. C'est une souche endogène. Ça veut dire qu'elle évolue naturellement avec nous. C'est d'ailleurs l'espèce dominante d'une flore vaginale saine. Du coup, le système immunitaire ne la considère pas du tout comme un ennemi ou une molécule chimique de synthèse. Il la reconnaît en gros. Voilà. Donc les rares désagréments qu'on peut ressentir, c'est pas du rejet immunitaire. Ce sont juste les conséquences mécaniques de l'activité de la bactérie. Bon, alors parlons-en de cette mécanique, parce que c'est là que l'inconfort débarque. Si on avale cette gélule par voie orale, que se passe-t-il chimiquement dans le ventre pour déclencher ces fameux troubles digestifs passagers dont parle l'article? Le mot-clé ici, c'est la fermentation. Quand la gélule est avalée, elle descend dans le tube digestif et elle libère sa cargaison dans le côlon. Ok, et là, elle rencontre ce qu'on a mangé. Exactement. Et surtout les fibres alimentaires. Le truc, c'est que notre système digestif humain n'a pas toutes les enzymes pour dégrader ces fibres complexes. Mais le probiotique, lui, il sait très bien le faire. Donc il va s'en nourrir. Il s'en nourrit et il les fermente. Et la conséquence chimique de ça, c'est inévitable, c'est la libération de gaz. Ah, d'où l'hydrogène, le dioxyde de carbone et même le méthane. Tout à fait. C'est comme si l'intestin était un immeuble avec déjà des locataires. Quand le probiotique arrive, c'est de nouveaux colocataires hyperactifs qui s'installent. Ouais, je vois bien l'image. Au début, ils font plein de bruit en déplaçant les meubles, ça fait un boucan d'enfer, ça prend de la place. C'est le chaos temporaire. Et le bruit des meubles, c'est les gaz qui s'accumulent. Ça explique le ventre gonflé, les ballonnements pendant... Sacha Coladon dit entre 3 et 14 jours, je crois. C'est ça. Le temps que tout le monde trouve son rythme de croisière. Mais là, il y a un truc qui devient vraiment intéressant. Une énorme contradiction même. Vas-y, je t'écoute. Si on prend un probiotique parce qu'on souffre déjà de ballonnements ou de maux de ventre chroniques, pourquoi avaler un truc qui va mécaniquement fabriquer encore plus de gaz? C'est contre-productif, non? Ouais, c'est la question que tout le monde se pose.
Et c'est souvent ce qui fait que les gens arrêtent la cure trop tôt. Mais la littérature scientifique apporte une réponse très claire. L'article s'appuie sur une méta-analyse par appui de 2025. Paru dans Cell Communication Engineering, c'est bien ça? Exactement. Et une méta-analyse par appui, il faut le rappeler, c'est le plus haut niveau de preuve scientifique. Ça compile d'autres méta-analyses. Du lourd, quoi. Très lourd. Et leurs conclusions montrent que, sur le long terme, les probiotiques réduisent significativement le risque de ballonnement. On parle d'un risque relatif de 0,74. Ah ouais, quand même. Ça diminue aussi les diarrhées et les nausées. Donc l'inconfort des premiers jours, faut vraiment le voir comme un investissement. On accepte le désordre initial de la fermentation pour avoir une vraie stabilité après. Ok, donc on investit à court terme pour être tranquille à long terme. Ça, c'est pour la voie orale, parce qu'elle transite. Mais le Lactobacillus crispatus, il est surtout connu pour la flore intime. Tout à fait. Donc, si on utilise une voie d'administration locale, purement vaginale, on esquive le système digestif. Il n'y a pas de fibres, donc pas de gaz. C'est la logique, ouais. Pour la voie vaginale, on utilise des souches spécifiques, comme la CTV05 ou l'actine V, qui est la référence des essais cliniques. Donc pas de fermentation de fibres, mais il y a quand même des effets secondaires mécaniques. Oui. L'activité locale fait d'autres choses. D'après l'article, environ 42% des utilisatrices remarquent un changement dans le volume ou la consistance de leur perte. 42%, non, ça fait presque 1 sur 2. C'est fréquent, oui. On peut aussi avoir de légères démangeaisons, une irritation qui passe vite ou un petit changement d'odeur. Parfois de légères douleurs pelviennes liées à une micro-inflammation le temps que la muqueuse s'adapte. Ça peut paraître effrayant dit comme ça, mais l'article met ça en perspective avec une étude de Chadwick et son équipe en 2023. Et je suis fascinée par la méthode qu'ils ont choisie. Ouais, ils n'ont pas pris le chemin le plus facile. Non, vraiment pas. Ils ont pris 61 femmes enceintes à haut risque de naissance prématurée. C'est typiquement le profil où on prend 0 risque normalement. Exactement. Et les résultats? Seulement 19% ont eu des effets mineurs et aucun 0 effet grave. Le plus fou, c'est que 97% étaient prêtes à réutiliser le produit. 97%. Ça prouve bien que le bénéfice ressenti écrase complètement les petits désagréments. Et si on ajoute l'essai de phase 1 de Emmerling, mentionné aussi dans la source, Ouais. 91% des effets indésirables étaient de gradin. Gradin, ça veut dire quoi en langage normal? Ça veut dire très léger, asymptomatique ou en tout cas qui ne nécessite aucune intervention d'un médecin. Mais du coup, j'ai une question hyper naïve. Mettre des milliards de bactéries vivantes directement dans la zone intime, ça risque pas de créer un déséquilibre et de déclencher, genre, une mycose? C'est hyper intuitif de penser ça. On se dit prolifération égale chaos. Mais avec le Lactobacillus crispatus, c'est tout l'inverse. C'est pas le chaos, c'est l'ordre absolu. Ah bon? Comment ça? Le mécanisme s'appelle l'exclusion compétitive. En gros, la bactérie se fixe sur les parois et elle mange tout le glycogène naturel de la muqueuse. Ok. En digérant ce glycogène, elle recrache énormément d'acide lactique. L'environnement devient super acide. Un peu comme un videur à l'entrée d'une boîte de nuit. C'est exactement ça. Le videur prend toute la place à l'entrée et l'ambiance est tellement stricte, tellement acide, qu'aucune levure pathogène, comme le Candida albicans, qui cause les mycoses, ne peut rentrer. Ah, j'adore cette image. Donc, au lieu de provoquer une mycose, il rend la zone totalement inhabitable pour les champignons. Voilà, le terrain est verrouillé. C'est super clair. Mais bon, avec des statistiques aussi rassurantes, orales ou vaginales, le danger ce serait de croire aux produits miracles, non hein? Genre la pilule magique pour tout le monde, sans exception. Oh que oui. Et si on replace ça dans une vision plus globale de la santé, il faut vraiment garder son esprit critique, même face à du naturel. L'article de Supernutrition trace des lignes rouges bien nettes d'ailleurs. Il y a des profils médicaux pour qui c'est carrément déconseillé sans avis médical. Les personnes immunodéprimées, par exemple. Ceux qui vivent avec le VIH ou sous chimiothérapie. C'est ça. Ou les patients sous immunosuppresseurs après une greffe. Mais il y a aussi des contre-indications plus mécaniques. Oui, j'ai noté. Les personnes avec un cathéter veno-central ou celles qui ont des valves cardiaques très abîmées et la pancréatite aiguë. Absolument. Alors, la pancréatite ou le système immunitaire affaibli, je comprends, le corps est fatigué. Mais un cathéter veineux central, c'est juste un bout de plastique dans une veine. Quel est le rapport avec un probiotique dans le ventre ou dans le vagin? Le rapport, c'est l'étanchéité des frontières de ton corps. Normalement, la muqueuse de l'intestin, c'est un mur infranchissable. Ça garde les bactéries à l'extérieur de ton sang. D'accord. Mais le cathéter, c'est un accès direct, une brèche vers l'intérieur.
Si ton système immunitaire est faible, les bactéries peuvent traverser le mur de l'intestin. Et se retrouver dans le sang? Exactement. Et le sang, c'est censé être stérile. Si une bactérie, même super amicale comme notre probiotique, se multiplie dans le sang, ça s'appelle une bactériémie. Oula! Ouais. Et si la personne a des valves cardiaques abîmées, ces bactéries sanguines peuvent-elles s'y loger et faire de gros dégâts? Donc là, les 20 milliards de bactéries deviennent un vrai risque. D'accord, ça remet bien en perspective l'importance de nos muqueuses. Mais si on n'est pas dans ces cas extrêmes, pour une personne saine, l'article parle de doses allant jusqu'à 20 milliards d'UFC, d'unités formant de colonies par jour. Pendant parfois 12 mois, ouais. C'est astronomique! Comment notre corps, même en bonne santé, peut encaisser 20 milliards de visiteurs par jour sans déclencher toutes les alarmes? Parce qu'il faut changer de référentiel. 20 milliards pour nous, c'est énorme. Mais à l'échelle du microbiote, c'est une broutille. Sérieux? Ton corps héberge déjà des dizaines de milliers de milliards de micro-organismes. Des trillions. Dans le côlon, la densité est inimaginable. Donc apporter 20 milliards de lactobacillus, c'est pas une invasion extraterrestre. C'est quoi alors? C'est comme si t'ajoutais quelques centaines de personnes dans une mégalopole blindée comme Tokyo. Le corps s'en fiche. Il est littéralement conçu pour gérer ces milliards d'habitants. On est une mégalopole bactérienne ambulante en fait. C'est exactement ça. Bon, sachant ça, comment on gère les fameux nouveaux colocataires qui font du bruit pendant les 3 à 14 premiers jours? L'article donne des stratégies concrètes pour aider. Sacha Coadon conseille d'y aller en douceur. La progressivité. Donc on ne prend pas la dose entière directe? Non. On commence par une demi-dose, voire moins, pendant 3 à 5 jours. Le temps que le système s'habitue à la nouvelle fermentation. Et le moment de la prise, ça compte? Beaucoup. Il faut prendre la gélule au milieu ou à la fin d'un repas. La nourriture dans l'estomac fait tampon. Ça adoucit le contact avec la muqueuse et ça aide le transit. L'article parle aussi de beaucoup s'hydrater. Toujours. L'eau fluidifie le tout et aide à évacuer les gaz de fermentation. Ça, c'est hyper logique. Par contre, il y a un truc crucial avec les antibiotiques. Si on est sous antibio, il faut impérativement espacer la prise du probiotique de 2 à 3 heures minimum. C'est l'erreur classique. Un antibiotique, c'est brutal. Ça détruit les parois des bactéries sans réfléchir. Ça ne fait pas la différence entre la bactérie de l'angine et celle du probiotique. Aucune différence. C'est un bombardement à l'aveugle. Si tu prends les deux en même temps, l'antibiotique va juste exterminer ton probiotique dans l'estomac. La gélule n'aura servi à rien. Donc, on espace de quelques heures pour laisser le temps à l'antibiotique de passer dans le sang. Voilà, la voie est libre et le probiotique peut descendre, repeupler le champ de bataille en toute sécurité. Et en parlant de la descente vers les intestins, il y a un gros obstacle naturel, l'acidité de l'estomac. Ah oui, le fameux bain d'acide. Dans la source, il y a l'exemple du probiotique Flore Intime qui mélange du Lactobacillus rhamnosus GER1 et du Lactobacillus reuteri RC14. Et ils insistent beaucoup sur la gélule gastro-résistante. C'est indispensable. Mais attends, si le lactobacillus produit lui-même de l'acide lactique pour chasser les mycoses, pourquoi il a besoin d'un bouclier contre l'acide de notre estomac? Il devrait aimer ça, non? Ah mais c'est pas du tout la même échelle d'acidité. L'estomac, c'est une cuve d'acide chlorhydrique. Le pH descend entre 1,5 et 3. Ah oui, c'est fait pour dissoudre de la viande. Exactement. Si tu utilises une gélule normale en gélatine, elles fond en 2 minutes. Les bactéries sont à poil et elles meurent instantanément. D'où la gélule gastro-résistante. Voilà, elle est faite de polymères qui ne se dissolvent pas dans l'acide fort. La gélule traverse l'estomac intact, elle ne s'ouvre que quand le pH remonte vers 6 ou 7. Et ce pH neutre, il est où? Juste à l'entrée de l'intestin grêle. C'est de la haute ingénierie. Sans ce bouclier, avaler des 20 milliards de bactéries, ça servirait à rien. Elles arriveraient toutes mortes. Donc la survie dépend autant de l'emballage que de la bactérie. Alors qu'est-ce qu'on retient au fond de toute cette exploration? Que le Lactobacillus crispatus est ultra sécuritaire déjà. C'est ça, que les petits désagréments, les ballonnements ou les petits changements locaux, c'est pas des anomalies ou des dangers. C'est juste la preuve que les bactéries bossent, fermentent et font leur exclusion compétitive. C'est le bruit d'un écosystème qui se muscle. Et ça soulève une question importante sur notre rapport au temps. C'est-à-dire? On est tellement habitué aux médicaments chimiques qui agissent en 2 heures, mais la biologie, ça marche pas comme ça. Les études qu'on a citées parlent de cures de 4 à 12 semaines. Il faut de la patience pour rééquilibrer des milliards de locataires, ouais. C'est ça, respecter le rythme du corps. Ce besoin de temps, ça m'amène à une réflexion pour clôturer notre analyse. Si on sait qu'il faut jusqu'à 14 jours pour que notre corps s'adapte à une seule nouvelle souche bactérienne, Ouais, ça me fait penser à la médecine du futur.
Peut-être que dans 50 ans, au lieu de bombarder notre corps d'antibiotiques à la moindre alerte, les médecins seront plutôt comme, je sais pas, des gardes forestiers. J'aime beaucoup l'image. Des gardes forestiers microscopiques. Exactement. Leur but, ce serait de terraformer nos organes de l'intérieur, de planter des forêts entières d'écosystèmes sur mesure qui repousseraient les maladies par leur simple présence. Fini l'ère de la stérilisation totale, bonjour l'ère de l'équilibre écologique interne. Voilà. Pensez nos repas et nos compléments non plus comme des pansements, mais comme de l'engrais pour notre jungle intérieure. Et c'est sur cette vision fascinante de notre écologie interne qu'on va se laisser aujourd'hui. À la prochaine!